Madame Chaibi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. La France est souvent montrée du doigt comme étant le pays le plus raciste vis-à-vis des étrangers. N'empêche, c'est le pays européen qui compte le plus d'eurodéputés d'origine étrangère. Comment vous l'expliquez? Alors c'est vrai que je suis bien placée pour en parler, parce que moi j'ai la double nationalité franco-tunisienne. Mon papa est tunisien, ma mère est française. Mais après, moi j'ai grandi en France, c'est vrai que je me considère avant tout française. Et ici, je suis une eurodéputée française comme les autres eurodéputés. Mais je pense qu'effectivement, en France, on a une montée du Front National, du Rassemblement National, de l'extrême droite à chaque élection. On a le racisme qui augmente, qui prend de l'ampleur en France. Et je pense que justement, en fait, moi je reçois beaucoup de messages depuis le 26 mai, depuis les élections. Et je me rends compte que l'élection de personnes comme moi, qui sont des Français, Françaises, mais avec des origines étrangères, ça donne de l'espoir à des jeunes qui s'identifient, qui se disent que, eh bien, c'est possible que justement, malgré le racisme, on est encore dans un pays, je pense, où il y a cette contradiction en France. C'est à la fois une terre de racisme, mais en même temps une terre de tolérance. Et la France, elle est riche de toute cette diversité, du fait qu'il y a des centaines de milliers de concitoyens qui ont des origines, d'ailleurs en Europe, d'Afrique, du Maghreb. Et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. D'autant plus que vous faites partie d'un parti, la France Insoumise, qui justement ici au Parlement compte très peu d'eurodéputés. Comment vous avez fait pour décrocher votre poste? C'est vrai que la France Insoumise a fait 6% aux élections en France, ce qui est très peu, ce qui n'était pas à la hauteur de nos espoirs, de notre travail, de nos ambitions. Jean-Luc Mélenchon avait fait quasiment 20% à l'élection présidentielle. On avait plutôt pour objectif de s'approcher de ce résultat-là au moment des élections européennes. C'est une élection à la proportionnelle. Moi, j'étais positionnée en 3e position sur la liste de la France Insoumise, donc j'étais la 2e femme. Et si vous voulez tout savoir, quand le comité électoral de la France Insoumise m'a positionnée en 2e femme, j'ai moi-même été la première surprise de me dire « Ouh là là, quelle responsabilité, quel honneur de me mettre 2e femme ». J'avais été auditionnée, ils ont regardé aussi mon parcours militant. Ça fait quand même, c'est vrai, des années que je milite, que je suis engagée, d'abord dans le milieu associatif contre la précarité, puis ensuite en politique, ce qui fait que voilà, on a choisi de me positionner sur cette position qui était donc d'être 3e sur la liste, et ce qui fait que malgré le fait qu'on ne soit pas nombreux, qu'on soit uniquement 6 au Parlement européen, voilà, j'en fais partie. Je voudrais juste souligner qu'on n'est que 6, mais qu'il y a quand même une richesse, une diversité dans cette délégation insoumise. On a des gens comme Younous Omarjee qui était déjà élu lors de la précédente mandature. On avait uniquement 2 députés insoumis lors de la précédente mandature. Maintenant, on est 6. Younous Omarjee qui s'est illustré par son combat contre la pêche électrique, pour l'interdiction de la pêche électrique lors de la précédente mandature. On a des gens qui n'avaient jamais été élus comme Anne-Sophie. Et permettez-moi à Madame Chaibi de lui rendre hommage. Dans cette émission, à Monsieur Omarjee, il a fait avancer le dossier des Birmans musulmans ici, au Parlement européen. Oui. Donc c'était pas très facile de mettre en avant ce dossier. Il a réussi. Oui. Younous Omarjee, pour nous, c'est un modèle, en fait, pour nous, les nouveaux députés de la France Insoumise, parce qu'il montre qu'on peut être dans une position critique vis-à-vis des politiques de l'Union européenne, comme c'est le cas pour notre mouvement, la France Insoumise, et en même temps réussir dans ce cadre contraint à obtenir, à arracher des victoires, à des avancées concrètes, à faire avancer les choses dans l'institution, dans l'hémicycle. C'est pour ça que je lui rends également hommage. Il y a par ailleurs des gens sur cette liste comme Anne-Sophie Pelletier qui n'avait jamais été candidate à une élection, qui se bat pour la dignité des personnes âgées, des aînés, qui a mené une grève de 117 jours dans un EHPAD, donc les établissements pour personnes âgées dépendantes. Des gens comme Manon Aubry qui sont illustrés sur la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales. Voilà, je pourrais citer les autres, Emmanuel Morel et son combat contre le libre-échange, etc., Manuel Bompard. Mais en tout cas, je suis très fière de faire partie de cette délégation. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais on va essayer en tout cas de faire ce qu'on aurait dû faire à 10, à 15, de faire autant de bruit. Alors justement, avant d'aller plus avant sur vos fonctions ici à l'Union européenne globalement, singulièrement au Parlement, on va s'arrêter un tant soit peu sur votre parcours
Je le disais à l'introduction, vous êtes de père tunisien, ingénieur de mère française. Si vous deviez décrire votre parcours depuis votre enfance en quelques mots. Bon, alors, c'est vrai que ma mère est vendéenne, mon père est tunisien, mon père vient du fin fond de la Tunisie, ma mère vient du fin fond de la France. Hein. Ma mère, famille catholique, fille d'agriculteurs, de paysans. Mon père, famille musulmane du centre, pas des beaux quartiers de la Tunisie, mais d'une famille très pauvre, hein, des coins les plus pauvres de la Tunisie, de la région de Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, de là où est née d'ailleurs la révolution tunisienne avec l'immolation de Mohamed Bouazizi il y a plusieurs années, qui a donné lieu ensuite au printemps arabe. Mon père s'en est sorti, mon père qui aurait dû, en fait, sociologiquement, comme l'ensemble de ses frères, de ses cousins, continuer sa vie en élevant les moutons, comme beaucoup, en fait, la plupart le font. Mon père est un des rares qui a fait des études, qui a d'abord fait la marine marchande, qui est arrivé à Nantes à l'âge de 20 ans à peu près, qui a poursuivi ses études d'ingénieur là-bas. Il a rencontré ma mère, donc ensuite à Nantes. Il s'est marié avec et a réussi à construire une vie de famille solide, un foyer. Et moi, mon enfance, j'ai jamais eu à me plaindre, en fait. Grâce à tout ce travail qui a été fait par mes parents, ce travail, on va dire, d'ascenseur social, en quelque sorte, moi, j'ai eu une enfance aisée, confortable, où ben voilà, on avait des livres à la maison, on avait les moyens, on m'a donné les moyens de faire des études également. Et alors donc, justement, vous avez fait de longues études, vous êtes licenciée en sciences politiques. Vous pensez que le fait d'être une jeune femme en France, ça a été pour vous un frein ou plutôt un mobile pour arriver là où vous êtes arrivée? Ben c'est vrai que, disons que la combativité, c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué. Ça fait partie de mes valeurs familiales. Comme je vous disais, je viens mes parents, eux, viennent de milieux sociaux populaires et ont réussi à force de se battre, à déjouer les pronostics sociaux et à arriver à construire une vie de famille confortable. Et en fait, moi, on m'a toujours dit... mon père m'a toujours dit quelque chose, par exemple, c'est la valeur d'un homme se mesure à la distance parcourue. Et il a dit, moi, d'où je viens, j'ai réussi à être ingénieur, à construire tout ça. Donc toi qui viens de plus haut grâce à ce que tu as eu la chance d'avoir quand tu étais enfant, tu dois arriver encore plus haut. Et donc j'ai fait un institut d'études politiques, je suis diplômée de Sciences Po Toulouse. Pour autant, quand je me retrouve sur le marché du travail, à la fin de mes études, donc études prestigieuses, hein, Sciences Po Toulouse, tout le monde n'a pas la chance de faire ces études-là. Comme je vous l'avais dit, donc je n'avais pas à me plaindre par mon origine sociale. Et pour autant, quand j'arrive sur le marché du travail, en 2005, à Paris, c'est là que je découvre la précarité. Et c'est là que je commence à m'investir sur les questions de précarité et sur les questions de droit au logement, sur les questions de droit à l'emploi, parce que je fais partie de cette génération de classe moyenne qui pensait que naturellement elle trouverait un emploi, elle trouverait un logement, qu'elle arriverait à vivre mieux que la génération de ses parents. Et on arrive sur un marché du travail où on subit un déclassement. Et où même le fait simplement d'avoir un emploi normal, on se retrouve face à des entreprises qui proposent des stages sous-payés en lieu et place de travail. Ensuite, une fois qu'on a le contrat de travail, eh bien, c'est le parcours du combattant pour accéder à un logement. Et donc c'est là qu'on crée les collectifs Génération Précaire, les collectifs Jeudi Noir, et c'est là qu'en fait je commence à m'investir sur ces questions de précarité. Ça veut dire que votre combat contre la précarité, les injustices, vous le tenez aussi de votre papa, qui lui a toujours dénoncé justement ces injustices, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, oui. Après, il y a toujours la part de ce qu'on tient et de ce qui est héréditaire, et puis de comment on se construit aussi de façon autonome. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est un peu
plus compliqué que ça. Hein. Bon, il faudrait peut-être une séance de psychanalyse entière, mais quand j'ai commencé à militer, justement, moi, mon papa aussi faisait partie de ceux qui me disaient « Non, mais arrête de perdre ton temps, là, concentre-toi sur tes études et ton travail, plutôt que sur ton militantisme. Hein. » Mais oui, c'est quelque chose, j'ai été élevée là-dedans, mais je pense que j'ai aussi eu, disons qu'on a la contradiction entre ce qu'on nous a vendu, un modèle de société qu'on nous a vendu en disant ben voilà, moi il n'y a pas de raison que j'ai pas une vie satisfaisante, convenable et que j'accède à un haut niveau social. Et en fait, ce qui est la réalité, qui est de dire que même aujourd'hui, même quand on a un diplôme, même quand on fait partie de la classe moyenne, eh bien on galère pour avoir accès à un emploi et à un logement. Et cette question de la... Enfin je siège aujourd'hui à la commission des affaires sociales. J'ai été investie sur les questions de logement et les questions sociales et d'emploi, parce que je pense que la question de la dignité, la question de la citoyenneté, elles sont intrinsèquement liées aux conditions sociales d'existence. Quand on a un emploi, quand on a un appartement, eh bien c'est là qu'on est pleinement citoyen et acteur d'une société. Alors vous adhérez bien sûr aux valeurs et aux principes de l'Union européenne que sont donc la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté donc de presse. Quel regard vous portez sur le pays d'origine de votre papa, ce laboratoire extraordinaire de démocratie? Alors c'est vrai que la Tunisie, donc moi j'ai grandi en France, je suis plus française que tunisienne, mais la Tunisie fait partie de moi. C'est la moitié de mon sang. Et puis depuis que je suis enfant, j'y vais tous les ans en vacances avec mes parents, dans la famille. Et la révolution tunisienne, ça a été une source d'enthousiasme et d'espoir. Enfin, pour l'ensemble de ceux qui regardaient ça de l'extérieur, mais je pense encore plus particulièrement pour moi. Parce que quand on a été élevé, où tous les ans on vous explique qu'il faut se taire quand vous passez la frontière parce qu'il y a un dictateur qui s'appelle Ben Ali et que la liberté d'expression, elle n'existe pas. Quand on vous dit qu'il y a des livres comme par exemple Notre ami Ben Ali, qui est un livre dont je me souviens, quand on vous dit non, tu le laisses à la maison celui-là et tu passes pas la frontière avec, parce que sinon le chauffeur de taxi fait son rapport à la police tous les mois, donc il ne faut pas parler de politique. Quand tout d'un coup, alors que tout paraît verrouillé, eh bien il y a un peuple qui permet de sortir le dictateur, de le pousser dehors, et par la force populaire, ça suscite de l'espoir, ça suscite énormément d'enthousiasme. Après, c'est vrai que je pense que la révolution tunisienne, elle n'est pas achevée. Et que la démocratie, la révolution tout simplement citoyenne, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est des flux, des reflux. Et là, malheureusement, elle n'est toujours pas terminée. Et je pense aussi que... elle doit continuer d'un point de vue démocratique, du point de vue des institutions, mais on n'arrivera pas à une démocratie tant qu'on n'aura pas une démocratie économique, au niveau économique, tant qu'on ne fera pas la révolution au niveau économique. Tant que dans ce pays, la Tunisie, les richesses seront dans les mains d'une minorité de la population et tant que la majorité de la population vivra dans des conditions de pauvreté comme c'est le cas actuellement, on ne parviendra pas à une démocratie. Je pense qu'on peut pas. L'erreur est faite souvent de séparer d'un côté les questions économiques et sociales et de l'autre les questions institutionnelles. Et je pense que là maintenant la priorité au contraire ça doit être de donner un emploi à tout le monde. La Tunisie est un pays riche où il y a de la richesse. On pourra en parler, mais par exemple, il y a une grosse production d'huile d'olive. Il y a les moyens, au-delà du tourisme, qui est important également, mais il y a les moyens de faire en sorte que les fruits de cette richesse soient répartis équitablement entre l'ensemble de la population tunisienne. Et c'est là qu'on arrivera, il me semble, à une réelle démocratie. On va dire un mot aussi sur les autres grands voisins que sont les Algériens. Vous le savez, ils ont étonné par leur civilité, par l'aspect pacifique de leurs manifestations. Eux aussi réclament la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? En fait, quand vous dites qu'ils réclament la démocratie, oui, moi je dirais ils ont droit à la démocratie. En fait, quand on regarde ces aspirations,
universelle, en fait, cette aspiration universelle à la démocratie, ça signifie quelque chose. Ça signifie que la démocratie, ça ne doit pas être l'apanage de gouvernements occidentaux, d'États occidentaux qui seraient privilégiés, comme s'il y avait d'un côté des peuples qui mériteraient la démocratie, puis de l'autre des peuples dont on pourrait dire que finalement, voilà, c'est un mal pour un bien. Comme on a entendu d'ailleurs, pour revenir encore sur la Tunisie, comme moi j'ai beaucoup entendu ces dernières années, finalement, en fait, c'était pas si mal Ben Ali, même si c'était pas la démocratie, au moins on s'en sortait mieux économiquement. Non, je pense que tout le monde, l'ensemble des peuples de ce globe ont droit à la démocratie. Et c'est ce que nous prouvent les soulèvements populaires comme ça qui ont lieu sur l'ensemble du globe. Et vous pensez que l'Union européenne n'encourage pas les pays voisins du sud de la Méditerranée à se démocratiser? Alors sur l'Union européenne, à la base, l'Union européenne justement a été créée sur des valeurs qui sont extrêmement louables, hein, les valeurs de paix, surtout notamment le contexte d'après-guerre qui fait que heureusement qu'on avait l'Union européenne pour faire en sorte qu'on ne se tape pas les uns sur les autres au sein de l'Europe. Maintenant, le problème, c'est que les politiques qui sont menées par l'Union européenne, où on a ce dogme du marché, de la concurrence, comme si le marché devait tout régler, ce qu'on constate, c'est que ça a plus mené à augmenter les inégalités, augmenter les tensions, les divisions internes au pays et entre les différents pays, plutôt qu'à les résoudre. Et je crois que l'Union européenne a comme principe la démocratie, mais si on veut que ce ne soit pas uniquement des questions de principe qu'on décrète, mais vraiment une réalité, il faut que cette question de la démocratie, cette question de la paix, ce soit en action dans l'ensemble de ces actes. Et par exemple, quand on discute d'accords commerciaux avec le Maghreb, prendre l'exemple de l'ALECA, l'accord commercial en cours de discussion entre la Tunisie et l'Union européenne. Quand on regarde le contenu de ces accords, on se rend compte que ça ne favorise pas la démocratie, ça ne favorise pas l'égalité. Parce qu'on est toujours on va limiter par exemple les quotas d'importation de l'huile d'olive. On va être dans une démarche d'accord commercial qui, sous prétexte de libre-échange, est inégalitaire, est inéquitable. Et moi, je pense que si on veut faire la paix, si on veut promouvoir la paix, promouvoir la démocratie, faire en sorte que chaque État soit souverain, parce que le colonialisme, l'époque du colonialisme, c'est terminé. L'Union européenne peut permettre, faire en sorte d'aider à ce que chacun à ce que la démocratie soit à l'œuvre dans chacun des États, et notamment les États du Maghreb. On doit faire valoir des accords commerciaux qui soient des accords basés sur l'égalité, l'équité, le respect des agriculteurs, le respect des citoyens dans les pays en question, dans les pays du Maghreb en l'occurrence. Madame Chaibi, vous avez une belle connaissance de la région du Maghreb. Vous ne pensez pas que c'est dommage que vous soyez plutôt dans la commission pour les relations avec les pays latino-américains au lieu de choisir justement cette région du monde, le Maghreb ou allez, le Proche-Orient, le Moyen-Orient? Pourquoi ce choix? Pourquoi vous basez sur cette région du monde qui est si lointaine? Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce qu'on vous l'impose quand vous arrivez au Parlement européen? Franchement. En fait, quand on arrive au Parlement européen, on vous demande de présenter vos choix, vos demandes pour les commissions, donc les commissions de travail, en l'occurrence, moi j'ai donc emploi, affaires sociales et transports, et pour les délégations. Les délégations, donc, ce sont les partenariats entre l'Union européenne et d'autres zones qui font partie des pays tiers. Et donc moi, j'avais demandé dans mes premiers choix, à avoir la délégation de l'Union pour la Méditerranée. Parce que j'ai des affinités particulières avec cette zone-là, hein, du fait de mes origines. J'ai un intérêt pour ces sujets-là. Et malheureusement, il y a des arbitrages qui sont faits au sein de notre groupe politique l'AGUE, en fonction du nombre de personnes qui demandent. C'est une délégation qui est très, très demandée, comme la délégation Maghreb. Et malheureusement, hélas, je n'ai pas obtenu cette délégation-là. Je n'ai pas obtenu l'Union pour la Méditerranée, donc je suis dans la délégation pour le partenariat entre l'Union européenne et l'Amérique latine. En même temps, ça ne doit pas m'empêcher, je souhaite quand même travailler sur ces questions-là, et malgré le fait que je ne fais pas partie des délégations, je pense que les Maghrébins, les pays du Maghreb peuvent compter sur moi pour continuer à travailler à une coopération entre l'Union européenne et l'Algérie et la Tunisie et l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Vous connaissez l'adage qui consiste à dire que les deux extrêmes se rejoignent.
On dit souvent que l'extrême droite française se rejoint par rapport à un certain nombre de sujets avec l'extrême gauche donc française. Ne me dites surtout pas, nous ne sommes pas de l'extrême gauche mais de la gauche. Ils tiennent le même discours, hein, les gens de l'extrême droite. Nous ne sommes pas de l'extrême droite, mais de la droite. Et je vais plus loin. Quand vous allez dans les pays arabo-musulmans, il y a des extrémistes musulmans. Quand vous leur dites vous êtes des extrémistes islamistes, ils vous disent non, 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 on est musulmans. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous vous rejoignez par rapport à un certain nombre de points ? Bon, alors d'abord, si je ne peux pas vous dire que nous ne sommes pas l'extrême gauche, j'invite simplement les téléspectateurs à regarder le fond de nos propositions et à vous demander si se battre pour la justice sociale, c'est extrémiste. Si se battre pour la justice sociale, la solidarité, les services publics, c'est extrémiste. Personnellement, je ne le crois pas. Bon, à partir de là, pour moi, c'est quelque chose de blessant, d'insultant de nous comparer à l'extrême droite. Parce que nous sommes les premiers à nous opposer à l'extrême droite. Et je pense que justement, on est dans une période très, très, très dangereuse où on voit une augmentation des populistes de l'extrême droite partout en Europe. Sur le fond de la question, le projet d'une Europe des services publics, de la coopération entre les peuples, pour moi, ça s'oppose au projet de l'extrême droite qui est celui du repli sur soi, du nationalisme, du racisme, du comment on va regarder le voisin qui en a un petit peu moins dans ses poches plutôt que le vrai responsable de nos problèmes et de la situation qui sont les petits, l'oligarchie qui détient, qui s'accapare toute la majorité du pouvoir politique et du pouvoir économique. Maintenant, je pense que surtout, si on regarde les choses un petit peu de haut, s'il y a une augmentation des politiques nationalistes, s'il y a une augmentation de l'extrême droite en Europe, je pense que c'est dû à l'augmentation des inégalités. C'est dû à des politiques qui font que toujours les peuples, plutôt que d'être dans une logique de coopération, sont mis en concurrence. Des politiques qui aggravent le chômage, qui aggravent les inégalités. Ces politiques, c'est lesquelles ? C'est les politiques libérales. C'est les politiques qui sont menées depuis des décennies en Europe et qui ne fonctionnent pas. Les politiques d'austérité, où vous avez une Union européenne qui jusqu'à présent vous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques. Quand vous réduisez les dépenses publiques avec le dogme donc, de l'austérité, vous ne pouvez pas investir dans la transition écologique et vous ne pouvez pas investir dans les services publics, vous aggravez les inégalités. Et moi je pense que ce sont ces politiques qui donnent naissance à l'extrême droite. Et nous, ce que nous proposons à la France Insoumise, parce qu'on dit souvent on est eurosceptique, mais non, 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 on n'est pas eurosceptique. On est simplement... Justement, comment est-ce qu'on peut être eurosceptique et accepter de vous présenter à des élections européennes et être présent au Parlement européen qui ne vous intéresse pas au fond? Pourquoi vous ne continuez pas votre débat dans votre pays d'origine, en l'occurrence la France? Eh bien justement parce qu'on n'est pas du tout eurosceptique. On s'oppose à une certaine vision de l'Union européenne, une certaine vision qui est à l'œuvre dans le cadre de l'Union européenne actuelle, qui est l'Europe de la concurrence. L'Europe où c'est le marché qui compte plus que les services publics. Cette Europe, par exemple, là j'en parlais juste avant, j'étais en réunion de la Commission Affaires sociales, on parlait de la question du logement. Il y a des pays comme par exemple les Pays-Bas, où on avait investi massivement dans le logement public parce qu'on considérait que le logement n'avait pas à être un bien de marché, ça n'a pas à être un bien sur lequel on spécule, c'est avant tout la condition d'une vie digne. On a dit, bon, le logement, l'État va investir, va construire du logement public. Figurez-vous que le gouvernement des Pays-Bas a été sanctionné par l'Union européenne, par la Commission européenne qui a dit, hop, stop là. Nous, ce qui compte, c'est la loi, le dogme de la concurrence. Vous faites de la concurrence déloyale avec vos aides d'État, donc vous arrêtez ça. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas eurosceptique, on est pour une Europe des services publics, de la solidarité, et c'est quelque chose qu'on porte en France. Mais en fait, quand je discute avec nos partenaires espagnols, portugais, allemands, ils pensent la même chose. C'est une vision d'une Europe qui est différente de celle qui est portée actuellement, mais qui est dans le sens de l'intérêt des peuples, de l'ensemble des peuples européens. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour le projet européen ? Alors, comme je vous disais, moi je pense qu'il est possible de construire une Europe qui soit une Europe qui aille dans le sens de l'intérêt des peuples plutôt que dans le sens de l'intérêt des lobbies. Vous voyez les boîtes aux lettres qu'il y a derrière là ? C'est les boîtes aux lettres des députés européens. Là, on est au cœur du Parlement européen. Moi je suis allée les ouvrir comme ça, donc j'ai la boîte aux lettres à mon nom, là, c'est autre chose que je découvre depuis le 26 mai. Et vous avez des tas d'invitations de la part de lobbies.
des lobbies financiers, des groupes d'intérêt en fait. Et le problème, c'est qu'au sein des politiques de l'Union européenne, ça se ressent cette influence des lobbies, des intérêts particuliers. Et moi, j'aimerais bien plutôt qu'on écoute l'intérêt des peuples, des citoyens. Ça, c'est mon projet pour les politiques au sein de l'Union européenne, mais de façon beaucoup plus concrète, on va dire, beaucoup plus pragmatique et tangible. Ce que je me suis donné comme feuille de route dans les mois et les années qui viennent, c'est comme je vous disais, je suis très intéressée par les questions et très mobilisée sur les questions de précarité. Et j'aimerais utiliser mon statut de députée européenne pour créer des passerelles, créer des liens entre tous les travailleurs qui sont isolés dans leur pays, dans tous les pays d'Europe et qui partout subissent les mêmes politiques qui les précarisent. Et pour vous donner un exemple, on a une nouvelle forme de travail précaire qui s'est développée en Europe, c'est le travail ubérisé, avec les livreurs à vélo, avec les conducteurs d'Uber. Ces gens qui en fait sont salariés d'une plateforme, qui se disent indépendants mais qui sont esclaves d'une plateforme avec du travail à la tâche, qui revient comme à l'époque du Moyen-Âge. Moi j'aimerais ces gens-là qui passent sous les radars des syndicats permettre de tisser leur colère, tisser leurs revendications, créer des passerelles, créer des liens à l'échelle européenne entre toutes ces luttes-là pour leur permettre de porter une voix à l'échelle européenne vis-à-vis de multinationales qui, elles, agissent à l'échelle européenne. Je vais vous poser une dernière question, mais je vous demande vraiment de me donner une réponse pratique, pas théorique. Okay. Vous évoquiez à l'instant la problématique des lobbies ici au Parlement européen, mais aussi surtout à la Commission européenne. Vous pensez leur résister et comment ? Comment dans les faits? Concrètement, c'est-à-dire d'abord tenir un agenda de tous les rendez-vous publics que je vais avoir. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai été contactée par le syndicat des routiers, comme je suis dans la commission transport. Eh bien, tous les rendez-vous publics que je vais avoir, tous les rendez-vous avec des groupes d'intérêt seront publics, seront disponibles sur mon agenda. Je le ferai savoir. Et c'est aussi refuser les cadeaux. Refuser les cadeaux qui sont offerts par les lobbies, parce que quand ils vous donnent un cadeau, c'est pas innocent, hein. C'est forcément dans l'attente d'une contrepartie. Et c'est là, dans ce genre de contrepartie, que vous oubliez que c'est les citoyens qui vous ont élus et pas les lobbies. Ils sont prêts à corrompre les députés? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cadeaux qui sont proposés, qui sont faits. Et nous, c'est une règle, mais comme pour l'ensemble de la délégation insoumise, de refuser les cadeaux des lobbies. Parce que nous, ceux qui nous ont élus, ce n'est pas les lobbies, c'est les citoyens. Et notre action, on compte bien la mener dans le sens de l'intérêt des citoyens et pas dans le sens de l'intérêt des lobbies. Laïla Chaibi, ça a été un réel plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.